Bonjour à tous, donc ceci est une vidéo de présentation du cours d'algorithmique et de programmation qu'on va faire cette année en Biob ensemble. Et donc en fait c'est le premier transparent du cours, donc on a un aperçu sur ce premier transparent des thèmes qui vont être évoqués. Alors on va pas s'intéresser au cours, simplement je voudrais un peu vous parler du langage de programmation qu'on va utiliser et qui s'appelle Biob. Si je vous parle de ça, c'est qu'à la base de Biob, il y a un langage de programmation qui s'appelle Scratch, qui est un langage graphique, qui est à destination de tout le monde, de 7 à 77 ans, comme on dit, et qui permet de faire des petits programmes, des petites cartes de vœux, des petites choses animées très simplement. Le problème de Scratch, c'est qu'il est assez limité, que c'est pas un vrai langage de programmation au sens classique du terme. Par contre, il a cette propriété très intéressante qui est le fait qu'il soit visuel. On va pouvoir construire des programmes d'une manière assez ludique. Et donc, sur la base de Scratch, d'autres chercheurs américains ont développé Snap en lui ajoutant des propriétés dignes qui en font un vrai langage de programmation. Mais toujours en gardant l'aspect graphique. Et en fait, Biob, le logiciel sur lequel on va travailler, c'est une version antérieure de Snap qui n'est pas disponible, qui n'est plus disponible sur Internet et qui se présente de la même façon. Donc voilà l'interface de Biob. On a donc la possibilité de créer un programme en prenant des blocs dans les catégories qui sont sur la gauche et en les faisant glisser et en les exécutant les uns après les autres. Par exemple, voilà, on peut faire ça. Donc là, le petit sprite qui est ici, la petite flèche, quand je vais double-cliquer sur la bannière verte, va d'abord dire salut, et puis ensuite va avoir une petite pensée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, le salut, on ne le voit pas très bien parce il est dit tellement vite qu'on passe directement à la pensée. Donc par exemple, on va attendre une seconde entre les deux. Ah, je me suis trompé. Donc vous voyez, on emboîte les blocs comme des Lego et on relance le programme. Alors, on va d'abord arrêter et puis on relance le programme. Donc voilà, salut et voilà. Et en emboîtant les blocs comme ça, de fil en aiguille, on va réussir à créer des programmes aussi compliqués qu'avec un langage plus classique de programmation, avec la possibilité de faire du graphisme très simplement à côté. L'idée, c'est de montrer à tous, que ce soit à ceux qui se destinent à faire du développement par la suite ou qui aiment ou qui ont déjà fait du développement par la suite et à ceux qui ne se destinent pas spécialement à faire du développement, c'est pour vous montrer que vraiment c'est accessible à tous. Il suffit d'un tout petit peu de logique et de rigueur. Et d'ailleurs, pour accentuer ce propos-là, on va revenir sur le navigateur internet et donc je vais vous passer la vidéo suivante. Hi everybody. This week I'm proud to join the students, teachers, businesses, and nonprofit organizations taking big new steps to support computer science in America's schools. Learning these skills isn't just important for your future, it's important for our country's future. If we want America to stay on the cutting edge, we need young Americans like you to master the tools and technology that will change the way we do just about everything. That's why I'm asking you to get involved. Don't just buy a new video game, make one. Don't just download the latest app, help design it. Don't just play on your phone, program it. No one's born a computer scientist, but with a little hard work and some math and science, just about anyone can become one. This week is your chance to give it a shot. And don't let anyone tell you you can't. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. Thanks everybody. Voilà, donc là, déjà il y a quelques années, Barack Obama nous disait que vraiment coder, c'est fait pour tout le monde, c'est source d'emploi et tout le monde peut le faire. Donc j'aimerais bien que vous tous qui regardez cette vidéo en soyez vraiment conscients. On va encore un peu plus enfoncer le clou avec la vidéo suivante.
I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food, Breakfast, lunch, and dinner. free laundry, snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it.
Voilà, donc en fait, cette vidéo, elle est intéressante, elle est un peu à la gloire des entreprises américaines aussi, mais elle est très intéressante parce que, tout simplement, on vous dit, et on vous le répète, que c'est à la portée de tout le monde. Et donc ça, c'est quand même super cool. Mais alors, programmer, très bien. Vous allez me dire, mais moi, si par exemple je veux devenir développeur de jeu, ok, il va falloir que j'apprenne à programmer. Si je veux devenir, je sais pas, développeur ou administrateur réseau, il va falloir que j'apprenne à programmer, bien entendu. Mais vous pouvez peut-être vous dire, oui, mais moi j'ai envie de faire de l'audiovisuel, j'ai envie de faire de l'infographie, j'ai envie de retoucher des images, etc. Et là, j'ai pas besoin d'apprendre à programmer, j'ai juste besoin d'apprendre à utiliser Photoshop. Et ben en fait, c'est pas tout à fait vrai. Et c'est même plutôt faux. Parce qu'en fait, vous allez avoir potentiellement besoin de programmer dans tous ces domaines-là aussi. Donc là, maintenant, je vais vous montrer des exemples qui, par exemple, dans Photoshop, vous montrent que savoir faire un script, savoir faire un petit bout de programme dans Photoshop, ça peut vous aider grandement. Ça ne va pas révolutionner vos capacités en infographie, mais ça va vous accélérer la vitesse avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Typiquement, ici, vous voyez, ce sont toutes des vidéos d'utilisateurs prises sur Internet. On a un utilisateur qui travaille sous Photoshop et qui a fait des manipulations avec tous ces dessins. Bon, évidemment, tout est en vectoriel, tout ce qu'il a écrit, bref. Et il voudrait revenir à des graphismes comme ces graphismes-là étaient initialement. Or, malheureusement, dans Photoshop, il n'y a pas l'option. Voilà, tout simplement parce que dans Photoshop, il y a tellement d'options déjà qu'on ne peut pas mettre toutes les options, toutes les petites options, tous les petits besoins des gens, des utilisateurs. Et bien lui, il a développé un petit script. Et voilà, en cliquant sur son script, il arrive à remettre d'un seul coup tous ces graphismes exactement tels qu'ils étaient avant les déformations qu'il leur a fait subir lorsqu'il a travaillé dessus. Ça a l'air idiot comme ça, mais si cette manip-là, vous la faites très souvent quand vous êtes sous Photoshop, et si vous n'avez pas la capacité de faire un script pour faire ça, alors que c'est pas très compliqué, ça va être un script très simple, et bien vous allez perdre énormément de temps. Un autre exemple, ici par exemple, on est dans Premiere. D'accord, donc un logiciel de montage de vidéo. Là, la personne, elle a fait, on voit, je vais élargir l'écran plus tard, mais elle a fait 3 écrans au milieu qui sont en fait chacun 3 petits scripts, 3 petits formulaires qui correspondent chacun à 3 petits scripts. Et ça peut correspondre à des manipulations de base. La première, c'est faire apparaître un message, bon ok. La deuxième, c'est montrer combien il y a de séquences dans le montage en cours, ça peut être intéressant, au lieu de toutes les compter et de faire défiler la timeline qui est en dessous. Et puis dans la troisième, on réorganise un peu l'arborescence des fichiers ici. On va voir ça. Donc voilà. Là, il a fait son petit script. Voilà, qui déplace des fichiers d'un dossier à un autre. On va le revoir. Ah, vous voyez l'arborescence. On a mis dossier de départ, dossier de destination, et hop, ça s'est déplacé. C'est simple. C'est pas une option qui est par défaut dans Premiere, mais par contre, lui, apparemment, c'est quelque chose, c'est une opération qu'il effectue très couramment. Donc voilà, il a un niveau déplacé de ses fichiers, et ça, il peut le faire très simplement. Évidemment, peut-être que ça, il peut le faire à la main directement ici, mais imaginez toutes les possibilités que ça donne pour personnaliser votre manière de travailler et pour accélérer tout simplement votre workflow, comme on dit. D'accord, le déroulement de tout votre travail. Un autre exemple, peut-être encore plus étonnant. Alors là, on va pas voir de la technique ni un effet d'un programme. Simplement, on va écouter des journalistes qui vont parler du data journalisme. Le data journalisme, on va voir ce que c'est, et vous allez voir que ça nécessite de savoir un peu coder. Alors peut-être dans Excel déjà, ça nécessite d'avoir des compétences dans Excel, mais qui vont au-delà de simplement faire un tableau et mettre des valeurs dans un tableau. Et puis ça nécessite peut-être de faire des scripts, d'avoir accès à des bases de données, des choses que vous allez apprendre cette année.
Donc même si vous vous destinez à ce métier du journaliste, Agnès Touvenot est ex-journaliste pigiste et aujourd'hui adjointe dans une grande collectivité de l'agglomération lyonnaise. Jean Bianchi a été pendant une dizaine d'années journaliste indépendant en Bretagne. Il vient d'être embauché par l'hebdomadaire Le Temps à Genève. Alors Clément Renaud a été journaliste, développeur, il est aujourd'hui chercheur, il vient de soutenir une thèse à Télécom Paris Tech. On est journaliste, dans data journalisme il y a data, mais il y a aussi journaliste, c'est-à-dire qu'on va essayer de poser des questions aux données. Les données, c'est une masse brute, comme une personne en face, on va essayer par un angle, par des questions, par des formules Excel, leur faire dire des choses qui sont intéressantes et qui vont révéler, je sais pas, une situation économique, sociale, culturelle. Donc en soi, c'est une démarche très très proche, enfin, c'est du journalisme. Alors pour le data journalisme, moi je dirais que c'est un mot en ce moment beaucoup utilisé, qu'on entend beaucoup, mais qui en fait qui recouvre pas mal de réalités différentes. Moi je verrais deux choses principales. Il y a d'un côté le travail vraiment journalistique sur les sources, de l'autre côté vraiment tout le côté traitement qui est un côté plus de restitution, de travail d'analyse sur des données qui existent ou qu'on a récupérées. Moi je me suis intéressé à ça, c'était il y a 5-6 ans, on sentait que ça commençait un tout petit peu à bouger et je pense que c'est un journaliste notamment freelance, il a pas l'obligation mais c'est important de savoir un petit peu où est le marché, comment ça bouge. Alors je suis venue au data journalisme par le fait de ma pratique professionnelle qui m'a amené à collecter beaucoup de tableaux, beaucoup de données de la part des administrations publiques, étant spécialisée sur les questions de collectivités locales, sur les politiques publiques. La création d'une narration nouvelle à partir de ces données nécessite des compétences souvent de développeurs, des compétences informatiques, de maîtrise du code que je n'avais pas, donc je suis plutôt restée dans une pratique d'illustration du fond, de l'écriture à partir de données plutôt que de renverser la narration. Et donc en fait le journaliste de données c'est un peu la façon d'écrire ou la capacité d'écrire avec ces nouveaux médias et ces nouveaux moyens d'information et ces nouvelles sources d'information qui nous entourent. Alors moi je pense que ça reste un marché de niche, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde n'a pas vocation à être data journaliste. Simplement, il y a des bases, il me semble importantes, qui devraient être là pour tous les journalistes. Savoir utiliser Excel, par exemple. Comment je me suis formée en auto-formation, il y a beaucoup de tutoriels en ligne, et puis une formation un peu plus poussée sur Excel, parce que les journalistes, on a finalement une pratique d'Excel assez peu courante et finalement on ne sait pas utiliser les fonctionnalités de cet outil-là et ça fait partie un peu du travail de base qu'il faut pouvoir, qui est finalement la base du traitement des données dans un deuxième temps avant de les mettre en scène. Et puis c'est une façon de penser un petit peu différente, je pense que c'est aussi savoir un petit peu ouvrir un petit peu les œillères pour penser de l'information de manière un petit peu différente. C'est pas juste des articles écrits, c'est aussi des mises en scène visuelles, c'est aussi des scripts informatiques. En fait, c'est de réussir à construire des moyens d'obtenir ces données. C'est-à-dire que vraiment, c'est un travail qui est vraiment sur les sources à un niveau assez bas, qui n'est pas forcément du traitement déjà, mais qui est aussi de réussir à comprendre comment on peut trouver des informations sur tel ou tel sujet, alors qu'ils ne sont pas disponibles tels quels. Donc on utilise, ça peut aller des réseaux sociaux, ça peut être... je sais pas, il y a eu toute une campagne, par exemple, de poser des capteurs à certains endroits pour avoir des données sur la circulation, l'air, la météo, etc. Pour l'info locale, je pense que c'est aussi hyper intéressant. C'est plus compliqué parce que les médias n'ont pas les ressources forcément pour embaucher des gens qui ont cette capacité-là. Mais en tout cas, en termes de potentiel, c'est énorme. C'est-à-dire que votre lecteur, il s'intéresse aux résultats des auto-écoles, il s'intéresse aux subventions associatives, il s'intéresse au budget, il s'intéresse à plein de choses chiffrées qui peuvent faire l'objet d'enquêtes data publiques. Voilà. Donc j'espère qu'au moins là, si vous vous destinez au journalisme ou à une forme de journalisme, ces témoignages vous auront convaincu que le code c'est pas mal et qu'il ne faut pas faire l'impasse dessus. On peut voir d'autres exemples, encore 3 exemples. Typiquement, voici un petit exemple, vous voulez réaliser un effet graphique. Alors là c'est un effet graphique qui est réalisé du coup sur une page web. Et puis vous voulez faire un petit effet comme ça a l'air très compliqué comme ça parce qu'effectivement
Voilà, c'est très très géométrique, ça remplit une grande partie d'écran. Regardez le petit script qui correspond. D'accord ? Donc c'est dans un langage de programmation qui s'appelle Processing, mais en fait, vous allez retrouver exactement les mêmes notions que celles qu'on va voir dans mon cours, puis dans les autres cours de programmation que vous aurez tout au long du DUT MMI. Vous aurez les boucles, vous aurez des fonctions, donc vous aurez un petit peu de graphisme, un petit peu de calcul, mais rien d'impossible. Et vous pouvez avoir un effet vraiment extraordinaire sur un site web, un effet comme ça, un petit peu géométrique et un peu perso, et vous pouvez en imaginer des tas, ça a de la gueule, si je puis dire. Avant-dernier exemple, donc là c'est en 3D, vous êtes dans 3ds Max, donc 3ds Max c'est un logiciel qui permet de créer, de modéliser des formes 3D, alors soit pour des films, soit pour des jeux vidéo, soit pour après avoir des formes à insérer sur un site web, enfin voilà, pour faire de la 3D. Et la personne ici, on va le voir, a fait un petit script qui s'affiche sous la forme d'un petit tableau ici et qui lui permet d'ajouter de l'aléatoire dans toutes les formes qu'il a créées. On peut créer facilement, par exemple ici tous ces cubes là, avec des fonctions par défaut, fournies dans 3ds Max. Sauf que quand il faut utiliser ces formes-là pour modéliser, je sais pas moi, un empilement un peu aléatoire de cubes de tailles différentes, si on veut que l'empilement ait un peu une allure réaliste, il faut qu'il y ait beaucoup de cubes, et si on veut le faire à la main, positionner chaque cube l'un par rapport à l'autre à la main, on va y passer un temps énorme. Et bien lui, il est graphiste à la base, mais il est aussi un petit peu codeur. Il a programmé ce petit script, et on va le voir, ça va lui permettre de modifier très simplement, d'ajouter de l'aléatoire aux positions, aux formes, aux couleurs, à la taille de tous ces cubes pour obtenir un rendu qu'il n'aurait pu obtenir qu'après un très long temps de travail s'il n'avait pas eu son script. That does, I can make a selection of objects and I can randomize their positions. Voilà. Il ajoute de l'aléatoire dans la position X, Y, Z, dans la rotation des cubes, dans l'échelle, dans la taille de chaque cube. Donc là, on voit que voilà, il y a beaucoup d'aléatoire dans les couleurs, de niveau de gris ou en couleur. Et voilà. Okay. Et s'il avait dû, faire ça à la main tout seul pour obtenir ce résultat qui semble vraiment un peu bizarre, vraiment totalement aléatoire, et ben ça lui aurait pris un temps très important. Alors que là, en 2 minutes, c'est fait. Et en plus, son script, il peut le réutiliser pour tout un tas de situations, avec tout un tas d'autres objets. C'est vraiment très intéressant. Enfin, un dernier exemple, évidemment, dans le monde du jeu vidéo. Alors évidemment, dans le monde du jeu vidéo, il y a beaucoup de programmation, mais aussi du graphisme, et voilà. Et pour celui qui veut faire que du graphisme ou réutiliser des éléments, il n'est pas obligé d'avoir les connaissances, les compétences pour programmer un moteur 3D complet. Par contre, ça va être très utile pour lui pour ajouter des petites choses. Ici, dans ce tutoriel, sous le logiciel Unity qui permet de créer des jeux vidéo, entre autres, l'idée c'est de faire un petit jeu où le joueur dirige la boule du milieu ici, et puis quand elle passe sur les carrés jaunes, elle les absorbe. Et le petit script qui va être mis en place, c'est un petit script qui va faire compter le nombre de carrés absorbés par la boule, et qui, à la fin, si tous les carrés sont absorbés, va juste faire afficher vous avez gagné. C'est tout simple, c'est juste un petit script pour l'interface, pour dire que le jeu est terminé, mais c'est un petit script. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un grand programmeur pour savoir le faire, c'est très simple. Voyons comment ça marche ici. Donc là, le joueur va se mettre à jouer. So we're picking up our game objects. Il passe sur tous les carrés. We're counting our collectibles. Et à la fin, et voilà. We win. Apparition. And as we can see, when we have collected 12 objects, we display the "you win" text. Apparition du texte. Et ça se fait avec un petit script qui est pas compliqué du tout, mais ça demande les bases en programmation. Et ces bases en programmation, vous pouvez tout à fait les acquérir, et vous allez les acquérir, j'en suis persuadé. Il faut juste vous dire que c'est tout à fait possible et que ça va venir avec le temps. Au début, ça va être un peu bizarre, peut-être, pour ceux qui n'en ont jamais fait, mais avec le temps, ça va venir très vite. Voilà, donc j'espère que je vous aurai convaincu
que l'algorithmique et la programmation, c'est pas fait que pour les geeks et que pour ceux qui veulent faire que du code. C'est vraiment fait pour tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Et dans ce premier cours, on va voir vraiment les bases.